Podtaf. 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 Bienvenue dans Podtaf, Le podcast qui te fait découvrir des métiers. Waouh! Moi, c'est Laura. Et moi c'est Sarah, On a passé la trentaine, on a testé pas mal de métiers. sans jamais trouver le bon. Aujourd'hui, on sait toujours pas ce qu'on veut faire. Alors on est parti explorer les métiers. Pour comprendre ce qu'ils sont vraiment. Et on vous emmène avec nous. C'est parti, Sarah? C'est parti Laura, t'es prête? Oui. Et justement, on accueille notre nouvelle invitée du jour. Bonjour Stéphanie Marchand-Pacton, que nous recevons aujourd'hui dans Podtaf, à l'occasion du podcaston qui a lieu du 14 au 20 mars 2026. Bonjour Stéphanie. Bonjour à vous, mesdames. Bienvenue. Merci. Est-ce que tu peux nous présenter le titre de ton métier, s'il te plaît? Alors, actuellement, je suis directrice territoriale à la Fondation des Amis de l'Atelier. Est-ce que tu peux nous remettre un petit peu dans le contexte? Qu'est-ce que c'est la Fondation des Amis de l'Atelier? Mais oui, avec plaisir. Donc, la Fondation des Amis de l'Atelier est une fondation qui était auparavant une association qui a été créée il y a un peu plus de 60 ans maintenant et qui accompagne effectivement les personnes en situation de handicap, qu'elles soient en situation de handicap psychique, déficience intellectuelle et puis maintenant troubles du spectre de l'autisme. Nous accompagnons actuellement 4000 personnes avec 2500 professionnels dans une centaine d'établissements sur l'Île-de-France et quelques établissements également en Haute-Vienne. Je suis rentrée dans l'association en tant que chef de service, en fait, après avoir travaillé donc pendant 11 ans dans l'hôpital public en secteur de psychiatrie. Et à l'occasion, effectivement, de découvrir le médico-social, je me suis dit que c'était quelque chose qui était sans doute mieux fait pour moi que le milieu du public. Donc, je suis rentrée en 2011 à la Fondation dans un service qui s'appelle un SAVS SAMSA. C'est un service d'accompagnement qui vient soutenir les personnes en situation de handicap à leur domicile, les accompagner dans l'accès aux soins, dans leur vie au quotidien, dans l'insertion professionnelle. Donc, directrice territoriale, c'est quoi? On aide l'appui au développement de projets, du soutien dans les différents domaines en lien avec mes collègues qui sont directeurs fonctionnels, tels que la direction des ressources humaines, la direction du développement et de l'innovation, la direction de la communication, la direction des affaires financières. Et nous, on est dans le comité directeur général à accompagner effectivement les collègues de terrain, à déployer la politique fondation et aussi à les soutenir dans leur gestion au quotidien quand il y a parfois des difficultés. Tu parlais que tu accompagnais les directeurs d'établissements, mais il y a plusieurs types d'établissements. Alors effectivement, la Fondation des Amis de l'Atelier intervient dans tous les âges des personnes en situation de handicap, de la maternelle jusqu'à effectivement la fin de vie parfois, avec des modalités d'accompagnement qui passent de l'accompagnement donc en milieu scolaire à l'accompagnement dans la famille, mais aussi dans l'appartement, et puis progressivement d'aide par le travail, les ESAT notamment, qui accompagnent l'insertion professionnelle, et aussi des établissements d'hébergement tels que les foyers d'accompagnement non médicalisés ou bien des établissements plus médicalisés avec des personnes dont les besoins en soins sont plus importants. Donc on est vraiment dans une réponse à tous les besoins en termes de handicap, notamment troubles psychiques, TSA, troubles du neurodéveloppement, déficience intellectuelle notamment, et puis sur tous les types d'établissements qui peuvent exister aujourd'hui en France. Et si on revient sur ton métier, concrètement c'est quoi une journée de type? J'essaye de partager mon temps entre les réunions au siège, à la Fondation, où on va être dans la construction, l'élaboration de projets, mais aussi pour soutenir les directeurs, donc plutôt en établissement, avec effectivement des points réguliers avec eux pour savoir où ils en sont de la gestion de leurs établissements, des problématiques éventuelles ou à contrario, des choses plutôt positives qu'il faudrait effectivement faire remonter, voire essaimer. Et puis, une grosse partie du temps, c'est le travail avec nos financeurs, nos autorités de tarification, que ce soit les conseils départementaux ou les agences régionales de santé. Parce qu'ils vérifient toutes les actions et les projets que vous faites?
Bien sûr, on est, et tant mieux, hein, dans un secteur qui est réglementé et dans lequel les autorités mettent en place des inspections, des vérifications, des évaluations qui sont réalisées par la Haute Autorité de Santé. Et l'idée, c'est de venir contrôler que les moyens qu'ils ont mis à notre disposition sont utilisés pour améliorer effectivement l'accompagnement des personnes. C'est assez fréquent que nous ayons à rendre compte de notre activité. Et c'est pourquoi parfois on peut se méprendre sur je travaille dans une association, certes, je ne suis pas bénévole dans cette association, et ça n'est pas parce qu'on est dans le milieu associatif qu'on n'est pas dans un milieu qui a des contraintes et qui nécessite un exercice facile du métier. On l'a vu notamment ce sujet-là à l'après-Covid, où beaucoup de personnes qu'on a pu rencontrer étaient dans le cadre de reconversion professionnelle et pouvaient avoir des idéaux sur le monde associatif. Alors, c'était très bien qu'ils en aient. Pour autant, il s'est agi pour nous de les accompagner vers la prise de conscience réelle de ce qu'était un travail dans une association au bénéfice des personnes avec des contraintes d'une entreprise privée, entre guillemets, à but non lucratif. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier ? Ah, moi, c'est la diversité. Tu me demandais tout à l'heure s'il y avait une journée type. Il n'y en a pas. Et ça, c'est chouette. Ce que j'ai beaucoup aimé dans les différents postes que j'ai pu occuper, en fait, c'est bien sûr le contact avec les personnes qui nous apportent tellement de choses au quotidien. C'est vraiment ce pourquoi moi, je suis là et je ne l'oublie pas. Est-ce qu'il y a un projet en particulier sur lequel tu as travaillé qui t'a particulièrement touché ? Alors, oui, je vais parler du dispositif Cité bénévole, hein, qui est un dispositif que la Fondation a déployé depuis quelques années maintenant. C'était en 2016, j'étais chef de service à l'époque en Sud-Seine-et-Marne, quand ma directrice de l'époque s'est emparée d'une problématique partagée par de nombreuses personnes qu'on accompagnait. C'était de dire, moi je ne suis pas citoyen, je ne suis pas utile, je ne peux pas travailler. Donc on a réfléchi à un dispositif qui allait pouvoir engager les personnes dans des activités de bénévolat. Donc on a créé ce dispositif qui était à la fois pour accompagner les personnes vers des actions de bénévolat et puis surtout à aller chercher des partenaires avec lesquels on allait pouvoir proposer des actions de bénévolat. Donc ça a été le cas, on est allé à la recherche d'associations du secteur et notamment une des premières qui a été l'association du festival Django Reinhardt à Fontainebleau. Nice. Yes. Qui nous a ouvert les portes et pour lequel aujourd'hui on continue à apporter des missions de bénévoles. Génial. Et ce qui est très chouette, ce dispositif, il a essaimé à la Fondation dans les différents territoires où on est présent et aussi bien évidemment lors des JOP, les Jeux Olympiques et Paralympiques, où nous avons eu de nombreuses personnes accompagnées à la Fondation qui ont réalisé des missions de bénévoles au JOP. Trop bien. Enfin, je pense qu'il y a plein d'associations qui savent même pas qu'ils pourraient s'appuyer sur ce type de bénévolat. Ouais, c'est clair. C'est trop bien. On voit bien que le milieu associatif est justement en difficulté. Nous, on est ouvert. Je lance donc un appel aux associations voilà, qui sont à côté de nos établissements et de nos services. Une personne accompagnée est tout à fait capable de faire des missions. Alors, je vais en citer quelques-unes, mais c'est faire l'accueil lors d'une manifestation festive. Ça va être encadrer des courses. Vous savez que les courses, le trail est de plus en plus fréquent. On peut aussi aider à rendre un site propre à la fin d'une manifestation. Voilà, donc c'est un petit exemple des missions qu'on met en place, mais pour le coup, qui rendent vraiment très utiles les personnes qu'on accompagne et qui sont extrêmement valorisantes. Donc ça, c'est un projet auquel j'ai participé au départ et qui me tient à cœur de pouvoir développer aujourd'hui. C'est un point important parce que du coup, nous, on parle de métier, de travail. Mais en fait, si tu veux travailler et que tu ne peux pas travailler, c'est... Enfin, on n'y pense même pas. Toi, tu ressens comment le mal-être vis-à-vis de ça, de ne pas pouvoir travailler, de contribuer ? Ah oui, il y a effectivement la problématique de l'isolement et puis le regard de la société, en fait, sur les personnes que nous accompagnons et qui est un regard parfois très rude et contre lequel nous luttons.
Et c'est vrai qu'on a même été jusqu'à créer un passeport bénévole qui est reconnu par France Bénévolat et France Travail pour aussi reconnaître la qualité des missions de bénévoles que certaines personnes ont eues et qui peuvent peut-être les amener à un petit job par ailleurs, et en tout cas démontre que même si on est en situation de handicap, accompagné dans son quotidien, on est effectivement capable de mener à bien une mission. Alors moi, ça fait écho à quelque chose d'actualité. Ces dernières années, on entend beaucoup parler d'inclusion. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment eu une évolution sur ce thème-là ? Alors, dans mon métier, oui. Je pense que l'évolution des acteurs du médico-social est vraiment là. On parle aujourd'hui d'autodétermination, donc le souhait d'ouvrir les portes des établissements, ne plus faire qu'une personne qui est à un moment T dans une situation de dépendance ne soit pas demain dans son appartement. Pour autant, l'évolution, à mon sens, n'est pas encore complète dans la société. L'inclusion à l'école doit être encore accompagnée parce que certains parents peuvent être réticents à l'accueil d'un enfant en situation de handicap dans la classe de leur enfant parce qu'aussi, aujourd'hui, il faut déployer des moyens pour aider les enseignants à faire convenablement cette mission-là, qu'il y ait des accompagnants sur le terrain, au périscolaire aussi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du duo 2 ou du duo day, qui sont effectivement des outils pour permettre la rencontre entre des personnes de la société civile, entre guillemets, et les personnes qu'on accompagne, nos établissements, nos services, pour effectivement avoir un autre regard sur une personne en situation de handicap. C'est un bon exemple. Là, en ce moment, on voit que l'État coupe un peu les budgets sur l'éducation. Bon, là, sans parler de politique, mais est-ce que vraiment sur le statut de handicap, ils vont mettre des moyens encore plus forts pour accompagner ces enfants dans cette situation ? Le train est en marche. Bien sûr, ils sont là pour rattraper notre retard, puisqu'on a encore des personnes, notamment adultes, qui sont accueillies, notamment en Belgique, et pour lesquelles on doit trouver des solutions au plus près de leur lieu de vie. Donc, on rattrape le retard, mais on va aussi plus loin dans cette notion d'inclusion. De plus en plus d'établissements enfants sont tournés vers l'extérieur. Donc l'État, oui, met les moyens et continuera à les mettre à la rentrée prochaine pour qu'on accompagne au mieux les enfants qui sont aussi diagnostiqués plus tôt. Et ça, c'est aussi c'est une vraie avancée. Une véritable avancée sur ces sujets-là, de la prise en compte du handicap de manière précoce. L'État a mis les moyens sur ces sujets. Sans doute, il en faut plus. Mais en tout cas, il y a des avancées. Et nous, on s'inscrit dans ces avancées-là et on les met en valeur. Et là, tu parles des enfants, ça fait aussi écho à la vie en entreprise pour les adultes. Il y a une obligation légale de l'État. C'est 6% de travailleurs en situation de handicap qui doivent être dans les entreprises, c'est ça ? Oui. Est-ce que c'est respecté et est-ce que c'est faisable dans la réalité ? Alors c'est vrai que la formation des personnes en entreprise ne dépend pas de la fondation. Par contre, ce qui peut dépendre de la fondation, c'est des services d'accompagnement spécifiques. Je pense notamment aux personnes avec un trouble du spectre de l'autisme. Parfois, le maintien en milieu professionnel peut être assez difficile, mais en fait, du fait de leur hyper ou hyposensibilité à l'environnement, que ce soit la lumière, que ce soit le bruit, il y a des aménagements du poste de travail qui peuvent être faits avec, pourquoi pas un casque, avec un changement de lampe au plafond, enfin des solutions qui peuvent être comme ça assez rapidement mises en place. Nous, ce qui nous importe, c'est d'accompagner une personne dans son projet et dans le maintien à son poste. Donc, quand tu vas travailler, tu rentres dans une case un peu... On s'attend à ce que tu te comportes d'une certaine manière, et du coup de se dire que des personnes qui sont sur le spectre, par exemple, vont pas forcément répondre à ces attentes-là et vont un peu, pas mettre à mal, mais un peu challenger ça. C'est super intéressant en fait. Et peut-être que tout le monde va se détendre un petit peu d'ailleurs. Ouais, ça serait pas une mauvaise idée. On travaille avec les personnes notamment qui ont un trouble du spectre de l'autisme avec la notion des habiletés sociales, aussi leur faire comprendre que la façon dont ils perçoivent les choses n'est pas partagée par la personne qui est en face. Donc on travaille aussi cela avec eux. Et puis petit à petit, ils ont suffisamment de moyens pour montrer aux collègues de travail qu'effectivement, ils n'ont pas la même lecture, ils n'ont pas
pas la même paire de lunettes. Il y a peut-être des particularités, des habiletés sociales qui ne sont pas au rendez-vous, en tout cas pas les mêmes que les nôtres, mais par contre, par rapport à l'exercice de la mission professionnelle qui est attendue de nous, en général, ces personnes-là sont très compétentes et du coup, un résultat plutôt positif quand les collaborateurs ou les responsables hiérarchiques reconnaissent qu'ils peuvent aussi faciliter l'exercice professionnel de la personne. Ils ont tout intérêt d'ailleurs. Bah oui, c'est clair. Est-ce qu'on se tape des barres dans le milieu associatif? Oui. Ouais. Raconte-nous. Qu'est-ce qui est drôle dans ton métier? Je pense effectivement à l'accueil et aux missions dans des grands séminaires avec l'ARS, avec plein de partenaires, où les personnes qu'on accompagne vont distribuer le micro dans la salle de conférence, etc. Et à un moment donné, la personne accompagnée prend le micro et là dit tout ce qu'elle a envie de dire. Et ça, j'avoue que c'est chouette parce que ça détend tout le monde. Ça détend tout le monde et ça remet effectivement le pourquoi on est là au centre de l'échange. Et ça, c'est des moments très marrants, bien évidemment. Comment vous attirez des talents à la Fondation? Alors ça, c'est un vrai sujet. Vous l'entendez sans doute, le secteur médico-social et du soin est quand même dans une grave crise de recrutement. En Essonne, on peine à recruter alors, les métiers éducatifs, d'accompagnement, mais aussi les métiers paramédicaux. En fait, on a beaucoup besoin de nombreux infirmiers, de nombreux psychomotes, de nombreux psychologues, de nombreux médecins. La Fondation œuvre beaucoup. On a d'ailleurs créé un CFA. Du coup, CFA, Centre de formation d'apprentissage. C'est ça. Et ça cible quel âge? C'est quoi? C'est après le bac? C'est après le bac jusqu'à 25 ans en général, donc 18-25 ans. Et quelqu'un qui n'aurait pas passé le bac, il pourrait rejoindre aussi le CFA? Oui, puisqu'on a effectivement dans le cadre du CFA des formations accompagnants éducatifs et social. On a des formations d'aides-soignants, de moniteurs éducateurs, d'éducateurs spécialisés. Et l'idée, c'est de pouvoir les accueillir en tant que professionnels en CDI à la fin de leur formation. On met en place des campagnes internes pour venir soutenir ces personnes-là dans une formation effectivement qualifiante, en tout cas plus qualifiante que la leur. Il y a des nombreux trentenaires en burn-out parce qu'ils sont dans des postes qui ne leur conviennent pas du tout. Est-ce qu'on peut se reconvertir, passer la trentaine? Mais clairement, on fait un appel effectivement à ces personnes-là qui ont en plus effectivement une vraie richesse de l'expérience professionnelle. Si les personnes veulent découvrir ce CFA ou se reconvertir, ils vont sur le site de la Fondation ou plutôt sur France Travail? Alors, le site de la Fondation est quand même très précis. Donc, n'hésitez pas à venir sur notre site www.fondation-amidelatelier.org. Dans la rubrique « Nous rejoindre », vous verrez effectivement les différentes possibilités et notamment les informations sur le CFA. Est-ce qu'on peut revenir quand même sur tout ton parcours? Comment tu es arrivée jusque-là? Donc, le concours d'entrée à l'école d'assistante sociale a été une évidence, même si quand j'avais 17 ans, on m'a dit que j'étais trop jeune pour ça. Un concours auparavant d'entrée avec un écrit et un oral. Et oral pour lequel on m'a dit sans doute que je devais avoir un petit peu plus d'expérience avant de rentrer en formation. C'est un fait. Bon, tu l'as fait quand même. Donc voilà, je suis partie en fac de psycho. Pour rester dans ce métier de l'humain. Et puis, j'ai retenté ma chance. Dans quelle fac c'était? C'était en fac de psychosociologie à Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand. Ouais. Est-ce que tu te souviens de l'année? 96. Voilà. Et un an plus tard, j'avais beaucoup plus d'expérience. J'ai été admise. Donc, c'était pas plus mal d'avoir attendu un petit peu. Clairement, tout à fait. En maturité, en expérience. Ouais. Et puis, en 2000, j'ai été diplômée. Dans le parcours de formation des assistantes sociales, il y a des stages longs. Et à l'occasion de ce stage de 5 mois, j'ai découvert la psychiatrie, en fait, qui était à la fois un milieu qui m'effrayait et en même temps me questionnait beaucoup. J'ai été accompagnée par une tutrice de stage qui était très empathique et qui m'a fait découvrir de manière très sécure cet environnement qui est parfois un environnement très fermé et qui peut être assez effrayant. Et en fait, je n'ai pas voulu quitter la psychiatrie. Donc, quand j'ai été diplômée, j'ai répondu à des annonces et j'ai travaillé effectivement pendant 11 ans dans un secteur de psychiatrie publique, à la fois dans un service à l'hôpital et en même temps
en centre médico-psychologique où j'avais la chance d'accompagner des personnes que j'avais rencontrées à l'hôpital dans des conditions parfois un peu complexes, d'enfermement, de crise aiguë. Et quand ils sortaient, j'avais la mission de les accompagner pour qu'ils reprennent leur vie. Qu'est-ce que ça t'a apporté ces années en psychiatrie qui te sert aujourd'hui dans ton métier actuel ? La difficulté, la crise, la difficulté qu'on peut rencontrer dans les parcours de certaines personnes n'est jamais, en tout cas, insurmontable. En tout cas, on doit se donner les moyens de pouvoir le surmonter. Et ça, la psychiatrie me l'a appris. Et donc, tu étais dans quel hôpital ? J'étais à l'hôpital Sud Seine-et-Marne, à Nemours. Est-ce que tu as des moments qui t'ont marqué dans ton parcours en psychiatrie, j'imagine ? Triste, effrayant, drôle, joyeux ? Moi, ce que j'ai retenu, c'est la place qu'on peut avoir auprès d'une personne qui vit vraiment un moment de crise majeure, qui nécessite parfois qu'on la protège d'elle-même, qu'on protège les autres et donc du coup qu'on l'accompagne dans une chambre de soins intensifs, c'est comme ça que ça s'appelle, ce qu'on appelait auparavant des chambres d'isolement. Voilà, mais vraiment quelqu'un qui va mal, etc. Et en même temps, le fait de la raccrocher à la réalité, à comment on va faire en sorte qu'elle maintienne ses droits ou qu'on l'obtienne de nouveau, dans ces moments de crise, sont, je pense, les plus forts de ma carrière d'assistante sociale. Et comment tu fais d'ailleurs pour ne pas ramener tes émotions à la maison ? Alors ça s'apprend, parce que effectivement, les premières années de ma carrière professionnelle, la porte du bureau, la porte du travail, elle se ferme pas facilement. Et petit à petit, grâce aussi aux collègues de l'équipe pluridisciplinaire avec lesquels on échange beaucoup ces situations, et nous aident à prendre le recul et surtout à effectivement fermer la porte et revenir le lendemain avec toute cette envie, mais en tout cas se préserver quand on rentre le soir chez soi et qu'on a une vie de famille. Tu aimes ce que tu fais et peut-être que tu as peut-être même toujours aimé ce que tu fais d'ailleurs, non ? Oui, ouais. Je pense que j'ai toujours aimé ce que je faisais. Ce qui est important, je pense que le milieu dans lequel on travaille doit nous permettre de nous épanouir et de rester en cohérence avec nos convictions. Est-ce que tu fais ce métier pour la gloire, la passion ou la fortune ? Ou les repas de la cantine. Les repas de la cantine. Les repas de la cantine. Alors, pas pour la fortune. Ça saurait. Donc, on doit dire effectivement que le secteur n'est pas forcément très bien rémunéré, même s'il y a eu quelques efforts à la suite du Covid, avec certaines revalorisations. On ne fait pas ça pour la fortune. Bien évidemment, je travaille pour avoir un salaire, c'est une évidence, mais pas pour la fortune. Quelle était la réaction de ta famille quand tu leur as dit que tu allais te lancer dans le social ? Dans le social, franchement, ça les a pas surpris. Après, quand je leur ai annoncé que j'allais travailler en psychiatrie, là, c'était quand même un petit peu plus compliqué parce que encore, c'est la question de l'information, de la méconnaissance. Ça fait peur. Ça fait peur, évidemment. Et puis, je pense que après toutes ces années à travailler, ils se sont dit que c'était vraiment fait pour moi. Quelle est ta plus grosse bourde que tu as fait dans ta carrière ? Quand on est chef de service, une des missions principales, c'est d'accompagner les équipes, de les encadrer, de faire leur planning. Et dans le social, comme jamais aucune des journées ne se ressemble, les horaires changent régulièrement. Et donc, une fois, j'étais là depuis à peu près 2 semaines sur mon poste. Un professionnel vient me voir et me dit il faudrait que tu me rajoutes 1 heure parce que là, j'ai accompagné quelqu'un chez le médecin et ça a duré plus longtemps que prévu. Bon. Je me dis, bien sûr, je vais y arriver. Donc, je me mets à la manip du super logiciel de gestion de planning. Et là, je m'aperçois que je change les horaires de tous les professionnels. Non, au secours, j'étais en période d'essai. Je me suis dit, mais jamais ils ne vont me valider. Ctrl Z. Au secours, j'ai appelé platement ma collègue chef de service de l'époque qui ne me répondait pas. Je me suis dit, mais je ne vais pas passer ma période d'essai, c'est certain. Et je suis là toujours depuis 16 ans à la fondation. Comment tu t'en es sortie ? Alors, j'ai appelé ma directrice. Disant, j'ai fait une grosse bêtise. Il faut le dire de toute façon. Oui, voilà. Donc, c'est la transparence qui vaut. Voilà.
Je suis coupable. Et depuis, je me suis perfectionnée sur ce logiciel. Très bien. Voilà, Au de plus gestion grand des bonheur plannings. des équipes. Oui. Est-ce qu'il y a des films que tu recommandes à tout le monde de regarder? Un petit truc en plus. Et c'est plutôt chouette d'avoir eu cet angle d'approche parce que c'est aussi comme ça qu'on va permettre une avancée sur la tolérance du grand public. Il faut aussi des films légers parce que le handicap, effectivement, ça peut être difficile, ça peut être lourd et en même temps, au quotidien, on passe des moments exceptionnels avec les personnes, on rigole beaucoup aussi. Donc, j'ai trouvé que ce film léger était très chouette. Et puis, alors, il nous a permis aussi d'être à la une de beaucoup de communes puisque il y a des villes qui ont choisi de diffuser le film, parfois au moment de la semaine de l'emploi des personnes en situation de handicap en Europe, qui se déroule au mois de novembre. Et du coup, je pense à la mairie de Verrières-le-Buisson qui avait voulu présenter le film à l'ensemble de ses professionnels, à l'ensemble des agents municipaux. Et du coup, pour l'introduire, ils nous ont demandé de venir parler de la fondation, parler du handicap. Et bien évidemment, on y allait avec des personnes accueillies qui ont raconté leur quotidien dans l'établissement de Verrières-le-Buisson. Et j'ai trouvé ça un moment de partage avec les agents communaux très chouette. Donc ce support-là, du petit truc en plus, nous a vraiment apporté des choses au quotidien auprès des personnes. Moi, je pense à Hors Norme. Hors norme. C'était un film qui a mis à l'honneur et qui a fait découvrir aussi le trouble du spectre autistique dans sa plus grande difficulté, puisque comme c'est un spectre, il est très large. Et là, on a mis la caméra sur des personnes avec des comportements, des filles très importants, et en même temps avec un attachement des professionnels auprès de ces personnes très fort. Donc, c'était effectivement un très chouette film. On continue à accompagner ces personnes-là, quoi qu'il arrive, et avec effectivement des difficultés importantes. La dernière question que nous posons dans chaque épisode, si tu pouvais découvrir un métier dans un futur épisode, n'importe quel métier, ce serait quoi? C'est les agents de la direction générale de services de l'extérieur, les agents secrets, genre le bureau des légendes. On arrive à la fin de cet épisode. Où peut-on retrouver la Fondation des Amis de l'Atelier? Oui, bien sûr. Donc, je rappelle le site www.fondation-amidelatelier.org et pouvez nous retrouver effectivement sur les différents réseaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, quelques épisodes sur YouTube. Merci beaucoup Stéphanie pour ton temps, pour ta passion que tu nous as partagée aujourd'hui. Et j'espère qu'on aura réussi à faire briller la Fondation des Amis de l'Atelier à travers le podcaston 2026. Merci à vous d'avoir mis en valeur effectivement à la fois mon parcours, mais surtout la Fondation des Amis de l'Atelier et les personnes pour lesquelles on souhaite effectivement le meilleur. C'est un très bel échange. Merci beaucoup. Merci. Et pour vous qui nous écoutez, on adore les défis à PodTaf. Si vous avez un métier que vous aimeriez nous faire découvrir ou que vous voulez qu'on vous fasse découvrir, écrivez-nous sur notre boîte mail podtaf.lepodcast@gmail.com ou via nos comptes Instagram, Facebook ou LinkedIn. À très bientôt pour un nouvel épisode de PodTaf, le podcast qui te fait découvrir les métiers. Quel est ton métier? En fait, j'ai aucune idée de comment ils font ce métier. Ça tourne! PodTaf, PodTaf, PodTaf. Tu parles si bien, sans filtre. On dit tout. C'est nous. Coupé!